Bien, on va pouvoir commencer. Donc je vais traiter en fait des risques psychosociaux qui sont liés à l'introduction de l'intelligence artificielle au travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Elle fascine, elle crée aussi de l'enthousiasme, autant qu'elle est crainte et qu'elle génère aussi de la méfiance. L'intelligence artificielle, c'est pas né avec ChatGPT, même si c'est ChatGPT qui a fait connaître au grand public l'intelligence artificielle, mais elle remonte, les premiers travaux remontent aux années 50 avec Alan Turing, à qui on prête la paternité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un véritable challenge et j'ai commencé aussi par challenger cette intelligence artificielle avec des intelligences comme ChatGPT ou Gemini. J'en suis restée à ChatGPT parce que je trouvais que Gemini n'était pas encore suffisamment développé. Et pour ces premiers exemples, je vais vous donner des exemples que j'ai moi-même utilisés en tant que professionnel, donc pour voir en fait comment est-ce que l'intelligence artificielle était susceptible de m'aider dans mon travail. Alors, je lui ai d'abord demandé de redéfinir mon identité professionnelle, parce que j'avais défini mon identité professionnelle il y a 5 ans. Cette identité professionnelle n'est plus celle d'il y a 5 ans, et du coup, je lui ai filé mon CV, donc 2 pages de mon CV, et je lui ai demandé, donne-moi les 5 points forts de mes compétences, savoir-faire, et les 5 points forts, savoir-être de mon profil. Et il m'a sorti une liste de ses points forts et de ses points faibles, et j'étais absolument stupéfaite de voir à quel point une machine me connaissait aussi bien uniquement sur la base de 2 pages de CV. Après, je me suis dit, bon, ChatGPT, si finalement ça vient des États-Unis, donc si c'est une intelligence artificielle, c'est entraîné à partir de données. Donc si la culture américaine, c'est le wow, amazing, il a peut-être un peu surestimé et m'a lancé des fleurs pour faire cette présentation. Et du coup, je l'ai challengé et je lui ai dit, justifie-moi point par point pourquoi est-ce que tu m'as mis cette compétence-là, cette qualité-là, etc. Et j'ai été stupéfaite de la façon dont il a justifié point par point tous les éléments qu'il avait sortis. Et donc j'étais un peu frustrée, je n'avais pas réussi à challenger convenablement cette intelligence artificielle puisqu'il m'avait cloué le bec et il est absolument impartial. Si jamais ça avait été mes collègues à qui j'avais demandé de refaire mon identité professionnelle, je me serais dit, il manque un petit peu d'impartialité, ils me connaissent et voilà, ils ne veulent pas trop me vexer. Mais là, je ne pouvais rien dire, c'est une machine qui ne me connaît pas. Là, c'est, on va dire, un point positif, un outil qui m'a aidé professionnellement, mais ensuite je vais lancer un deuxième challenge, et là qui était beaucoup plus compliqué. Il faut savoir que donc je suis docteur en droit et j'ai fait une thèse sur les risques psychosociaux au travail, thèse au cours de laquelle j'ai inventé un concept qui s'appelle la sociovigilance. La sociovigilance, c'est une réorganisation institutionnelle de toutes les institutions en France de la santé et de la sécurité au travail afin de rendre la prévention plus performante et plus efficiente au niveau des entreprises. Et là, je lui ai demandé de me résumer ce qu'était la sociovigilance. Il n'a pas réussi. Il m'a sorti des concepts généraux de santé, de sécurité au travail, mais il n'a absolument pas réussi à définir ce qu'était la sociovigilance. Je lui ai ensuite demandé, ah oui, il m'a ajouté, il m'a dit, oui, c'est un concept qui a fait évoluer de manière spectaculaire la prévention et les conditions de travail en France. À moins que je sois tombée dans une faille spatio-temporelle, la sociovigilance n'existe pas encore pour l'instant, même si j'aspire. Et du coup, je lui dis, mais d'où est-ce que tu me sors ces informations? As-tu des articles qui justifient ce que tu es en train de me dire? Il me dit, mais oui, absolument. Et il me dit, voilà, titre Le Monde, la fabuleuse ascension de la sociovigilance, Dalloz, la nouvelle autorité indépendante pour la santé et sécurité au travail, et il me donne les liens. Évidemment, quand j'ai cliqué, les liens ne mènent nulle part et l'intelligence artificielle avait menti.
Donc tout ce qu'elle disait était absolument faux, ces articles n'existent pas. Donc déjà, premier point, l'intelligence artificielle, elle est biaisée par le fait de ce qu'on lui apprend, et un des défauts que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, en tout cas pour certains, c'est de ne pas savoir dire « je ne sais pas ». Et ça, c'est un point qui me semble extrêmement important, plutôt que d'inventer des choses qui n'existent pas. Deuxièmement, je lui ai demandé qui a créé la sociovigilance. Et là, en fait, il a attribué la paternité de la sociovigilance à deux grands chercheurs, des hommes, pour qui j'ai le plus grand respect puisque j'ai étudié leurs travaux dans le cadre de ma thèse, mais il n'a absolument pas fait référence à moi en tant que femme ou à d'autres chercheurs femmes qui existent sur le sujet de la santé au travail. Et voilà, il a préféré une tendance masculine. Quand on généralise un petit peu et qu'on regarde ce qui se fait au niveau des entreprises, eh bien, on a énormément de fiascos. Comme quoi, en fait, l'intelligence artificielle peut être un outil super intéressant lorsqu'on maîtrise son sujet. Parce que sinon, on n'est pas capable de dire quelle est la vérité ou pas. Un exemple, un cabinet d'avocats qui a utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger ses conclusions, il se trouve que le juge s'est aperçu que l'intelligence artificielle avait inventé des décisions de justice, donc de la jurisprudence. C'est un exemple américain, et l'avocat a été condamné à 100 000 € d'amende pour avoir produit de fausses décisions de justice à l'appui de son argumentation. On a Amazon qui a utilisé l'intelligence artificielle pour recruter. Sauf que on leur a bien sûr une intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, ça apprend à partir de données. Mais quand les données sont biaisées à la base, eh bien, on aboutit au fait que, eh bien, ils recrutaient que des hommes blancs qui sortaient de certaines écoles, écartant les seniors, écartant les femmes. Ce projet a été abandonné chez Amazon. Air Canada a utilisé l'intelligence artificielle et c'était un chatbot qui répondait donc aux passagers qui avaient besoin d'assistance. Il a donné une mauvaise information et Air Canada a été condamné en justice à dédommager le passager pour les fausses informations que l'intelligence artificielle lui avait données. On a la plateforme Zillow. C'est une plateforme en fait qui rachète dans un court laps de temps des biens immobiliers à des personnes qui sont pressées de vendre. Cette entreprise avait délégué l'estimation des biens immobiliers à l'intelligence artificielle. Ce qui fait l'entreprise a acheté 27 000 biens immobiliers. L'intelligence artificielle avait surestimé l'évaluation de ces biens immobiliers. Ils se sont retrouvés avec 10 000 biens immobiliers sur les bras. Et des exemples comme ça, on peut en avoir énormément. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil et ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, je vous propose le plan suivant, donc une brève introduction sur les mythes et réalités de l'intelligence artificielle concernant l'emploi. On va ensuite voir les risques psychosociaux qui sont susceptibles d'être générés par l'utilisation de l'intelligence artificielle au travail. Et puis, je vais parler aussi d'intelligence artificielle et de prévention, puisqu'on a certaines startups qui essaient d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire évoluer la prévention des risques psychosociaux. Et enfin, j'aborderai la problématique de l'éthique dans l'intelligence artificielle, puisque c'est ce qui va pouvoir nous donner un outil qui va être respectueux de l'être humain au travail. D'abord, les mythes et réalités. Alors, on annonce, j'ai vu passer des posts LinkedIn, des articles de presse avec des chiffres absolument effarants sur la destruction massive d'emplois. Quand on regarde des études un peu plus approfondies d'autorités qui sont plutôt sérieuses, comme l'Organisation internationale du travail, on est entre 2,3 et 5,1% de destruction d'emplois dans les prochaines années. Bien sûr, ces chiffres seront amenés à évoluer au fur et à mesure de l'augmentation des compétences de l'intelligence artificielle. On est à autour des 2,3% de destruction d'emplois dans les pays développés, occidentaux, et
Non, pardon, c'est l'inverse, c'est 2,3 dans les pays en développement et plutôt 5,1 dans les pays développés. Pourquoi? Parce que dans les pays développés, on a beaucoup de choses qui se font sur le secteur tertiaire et l'une des activités qui est le plus menacée par l'intelligence artificielle, ce sont tous les emplois de bureau. Alors que dans les pays en développement, on a encore beaucoup d'activités artisanales, l'artisanat étant un secteur qui sera peut-être le moins impacté par l'intelligence artificielle. Par contre, on a 10 à 13% selon l'Organisation internationale du travail des emplois qui pourront être augmentés, c'est-à-dire que pour lesquels l'intelligence artificielle va pouvoir démultiplier les compétences, la productivité et les capacités de travail. Donc en fin de compte, on va plutôt aujourd'hui vers une transformation du travail plutôt que vers une destruction du travail. Certains nous annoncent la fin du travail avec l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'on y est encore et qu'on y soit un jour, mais on va plutôt vers une transformation du travail. Mais quelle transformation du travail voulons-nous et quel modèle social voulons-nous par l'utilisation de cette intelligence artificielle? On peut avoir deux façons de voir les choses qui peuvent apparaître un petit peu antagonistes. Est-ce que ça va être l'être humain augmenté, donc les capacités de l'être humain qui vont être augmentées avec l'assistance de l'intelligence artificielle? Et donc là, on a une vision qui est purement productiviste, c'est-à-dire qu'on va demander aux êtres humains, en utilisant l'intelligence artificielle, de produire toujours plus et d'arriver à des rendements toujours plus importants, ou est-ce qu'au contraire, on va utiliser l'intelligence artificielle pour rendre le monde du travail plus adapté à l'être humain? Parce que si aujourd'hui on a une telle explosion du stress au travail, si vous allez sur le site de la sécurité sociale Amélie, le stress au travail est la première cause d'arrêt du travail en France. Le nombre de TMS est en constante augmentation et explosion. Et pourquoi est-ce que le corps et l'esprit sont aussi touchés par le travail? Tout simplement parce que le travail n'est pas adapté à l'être humain. Alors va-t-on utiliser, et ce serait une opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle justement pour rendre le travail plus soutenable qu'il ne l'est aujourd'hui? Et l'intelligence artificielle peut apporter des bénéfices absolument extraordinaires sur les métiers par exemple qui sont assez dangereux et qui peuvent préserver la santé et la sécurité de chacun, sur les tâches qui peuvent apparaître comme ennuyantes et ou rébarbatives, et dans ce cas-là, l'intelligence artificielle va effectuer ce genre de tâches, mais il faut toujours finalement se poser la question entre d'un côté l'humain augmenté et la vision plutôt d'écologie humaine, où on s'applique, ainsi on parle d'écologie quand on parle de la nature, se protéger, ne pas surexploiter, mais on peut aussi parler d'écologie humaine dans le sens où on va peut-être cesser de surexploiter l'être humain au travail. Donc il faut trouver une balance entre les bienfaits que cela peut apporter sans tomber dans les excès et les travers de la productivité. Malheureusement, il y a une étude qui a été faite par l'OCDE et dans laquelle la majeure partie des entreprises, qui montre que la majeure partie des entreprises qui utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est uniquement pour le rendement et la productivité et absolument pas pour adapter le travail à l'homme. Donc quel modèle social voulons-nous? Certaines entreprises montrent déjà qu'elles vont vers une inadaptation encore du travail, alors que l'intelligence artificielle pourrait être un formidable outil de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité au travail. Donc en fin de compte, comme tout outil, c'est l'usage qui est fait de la prévention qui va en faire une menace ou une opportunité. C'est juste un outil et c'est à nous, aux entreprises, de décider de ce qu'elles veulent faire de cet outil, comment l'utiliser et comment l'appliquer. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui craignent de perdre leur emploi. Par exemple, dans le secteur financier aux États-Unis, l'intelligence artificielle a permis d'améliorer le bien-être au travail pour 63% des salariés sondés.
mais dans le même temps, ils sont 60% à craindre de perdre leur emploi. Quelques exemples de risques psychosociaux qui peuvent être induits par l'introduction de l'intelligence artificielle. D'abord, la dépossession de l'identité professionnelle. Et je vais vous donner l'exemple d'un DRH à qui on a rajouté la tâche de créer la politique de RSE dans l'entreprise, responsabilité sociale des entreprises. C'est un sujet que ce DRH ne maîtrisait pas, et donc il a décidé de demander à l'intelligence artificielle de créer cette politique, de la décliner étape par étape, et qu'il a présenté au CODIR. Sauf que comme c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas, eh bien, il n'a pas pu répondre aux questions et aux interrogations que les membres du CODIR ont pu lui poser. Il s'est retrouvé un petit peu dépassé, et du coup, le fait de ne pas maîtriser le sujet pour lequel on utilise l'intelligence artificielle, c'est aussi se retrouver dans des situations où on va exposer des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc on a complètement délégué son cerveau à l'intelligence artificielle, et dans le cadre d'une entreprise où on a besoin de faire de la RSE au plus près des préoccupations de l'entreprise, de son secteur d'activité, de son identité, eh bien on a besoin d'experts sur ces sujets. Et donc du coup, il a résulté un sentiment d'imposture, une perte d'estime de soi de ce DRH qui finalement a eu l'impression d'avoir menti, joué un rôle et une dissonance face au manque d'expertise qu'il avait. Attend aussi le risque d'une nouvelle aliénation avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Quand on pense au processus décisionnel, c'est-à-dire dans une entreprise, qui est-ce qui prend la décision? Eh bien, il peut arriver, comme l'exemple que je vous ai donné sur la plateforme qui fait les estimations des biens immobiliers pour l'achat, bien que ce soit l'intelligence artificielle qui prenne la décision et non pas l'être humain au travail. Donc c'est l'IA qui décide et l'être humain qui exécute. Donc on subordonne la capacité de l'être humain à prendre des décisions à la décision de l'intelligence artificielle. Ce qui peut générer bien sûr une perte d'autonomie, une perte de marge de manœuvre, qui sont les facteurs de risque psychosociaux que nous avons dans le rapport GOLAC. Et puis, autre point extrêmement important et lourd en termes de charge mentale que l'intelligence artificielle peut créer, c'est le fait que l'être humain ne devient que le vérificateur de l'intelligence artificielle. Tout comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la sociovigilance et ce que je lui ai demandé de résumer sur ce que c'était la sociovigilance, eh bien, on peut imaginer que finalement, les tâches sont déléguées à l'intelligence artificielle et l'être humain, derrière, doit vérifier les informations. Il se trouve que vérifier prend parfois beaucoup plus de temps que créer la donnée et rédiger soi-même les rapports ou les informations demandées. Et il y a eu un test qui a été fait auprès de traducteurs sur le livre Harry Potter. Le livre Harry Potter utilise un certain langage avec des noms de personnages assez spécifiques. Et donc, en fait, quand on a présenté les résultats de la traduction de l'anglais vers le français au traducteur, ben, c'était incompréhensible. Et les traducteurs qui avaient déjà travaillé sur Harry Potter n'arrivaient même pas à savoir ce que voulait dire l'intelligence artificielle ou de quelle partie du livre on parlait. Donc reprendre tout le travail de traduction, parce qu'on a utilisé l'intelligence artificielle au départ, eh bien ça devient une perte de temps et aussi une perte de productivité pour les entreprises. D'où le fait qu'il faut faire attention à l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour l'évaluation des performances d'un salarié. Et là aussi, tout dépend des données qu'on va lui transmettre et des critères qui vont servir à mesurer cette performance qui souvent va pouvoir générer des primes, etc. pour les salariés. Alors d'abord, il faut bien sûr objectiver ces critères de performance, comment on les évalue. Il faut qu'il fasse preuve d'équité et de transparence, que chacun sache sur quoi il est évalué.
Et parfois, malheureusement, on a des algorithmes que les entreprises ne maîtrisent pas. Elles ne savent pas comment c'est codé derrière et qu'est-ce qui a été favorisé ou pas. Donc on a des critères qui ne sont pas toujours suffisamment transparents. Ensuite, on passe par le recueil de données. Le recueil de données de salariés, l'intelligence artificielle peut recueillir des données qui sont extrêmement sensibles, avec certaines qui relèvent de facteurs de discrimination. Donc il faut aussi faire attention à quel type d'information on va transmettre aux intelligences artificielles. Il faut aussi que ces critères finalement soient conformes au droit et à la préservation des données privées des salariés. Et enfin, les données, en fait, selon la façon dont sont codés les algorithmes, eh bien, il peut en résulter des données biaisées avec des reproductions de modèles discriminants, comme l'exemple d'Amazon que je vous donnais tout à l'heure, avec des données qu'on a données à l'intelligence artificielle qui étaient finalement les CV des salariés de Amazon, mais finalement, ce qu'elle a compris, ce que l'intelligence artificielle a compris de ces CV qui ont été remis à l'intelligence artificielle, c'est que les profils les plus performants ou qui étaient le plus pertinents pour l'entreprise étaient celles de l'homme blanc entre une tranche d'âge et provenant de certaines écoles. Donc en fait, on peut reproduire les mêmes billets, sans compter que ces données peuvent être aussi contraires à ce qu'on appelle l'IA Act européen, puisqu'en fait il y a une réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui est toute récente, puisqu'elle date de juin 2024, et parmi les points d'intérêt qui nous concernent aujourd'hui, j'ai relevé le social scoring. Le scoring social, en fait, c'est, alors, dans la société en général, vous en avez certainement entendu parler, c'est la notation des citoyens. En Chine, par exemple, vous avez une note en tant que citoyen. Si vous jetez un papier par terre, vous avez -2. Si vous dites bonjour à la boulangère, vous avez +1. Et ce social scoring vous permet ou pas l'accès à certains services, prendre l'avion, et autres, vous pouvez carrément être banni de la société. Mais on pourrait craindre aussi que cette notation sociale soit reprise dans les entreprises et qu'elle génère des différences de traitement entre les salariés. Je l'ai déjà évoqué, la problématique de l'exploitation de données qui ne sont pas conformes en matière d'égalité et qui sont donc susceptibles de générer de la discrimination. Autre crainte aussi, c'est le profilage des individus. Donc on va créer un profil des individus en fonction de leurs caractéristiques, qui peuvent être les différents aspects d'une personne, tels que accident du travail, son rendement, sa situation économique, sa santé, ses préférences, ses intérêts, son comportement, sa localisation, ses déplacements. On voit par exemple le tracking des salariés qui sont amenés à se déplacer dans le cadre de leur activité professionnelle. Si on y met aussi de l'intelligence artificielle, où on peut repérer finalement à la minute près où était l'individu, que faisait-il, etc., est-ce qu'on ne va pas vers un tracking, une surveillance excessive des salariés? Le profilage des individus, il a été utilisé. Alors quand j'ai commencé ma thèse, j'étais absolument choquée de savoir ça. On n'était pas encore sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir qu'il y a des entreprises américaines qui travaillent avec des substances cancérigènes et donc en fait qui avaient fait le profilage génétique des salariés pour savoir s'ils avaient le gène susceptible de développer un cancer ou pas. Et donc ils étaient recrutés en fonction de leur capacité à résister au fait d'avoir le cancer ou pas. Donc imaginez un profilage avec l'intelligence artificielle. Là, on va sur des choses qui font peut-être un peu peur. Je vous laisse regarder les épisodes de la série Black Mirror, que certains peut-être connaissent déjà, et qui nous prédit un avenir pas si radieux que ça avec l'intelligence artificielle si on n'en fait pas une utilisation raisonnée.
Autre problématique en termes de risques psychosociaux qui peut être généré par l'intelligence artificielle, c'est au niveau de la productivité. Donc on peut avoir des avantages comme la suppression des tâches à faible valeur ajoutée ou du travail inutile. Combien par exemple de professionnels ont une charge administrative assez importante alors qu'elles ne représentent absolument pas le cœur de leur métier. Donc là on peut dire que tout à chacun, on peut avoir des tâches qu'on délègue à l'intelligence artificielle. Sauf que la problématique qui peut résider de cela, c'est qu'en fait, on n'a plus de tâches qui nous permettaient d'avoir des temps de respiration, des petits temps morts. Et du coup, l'individu va focaliser uniquement sur les tâches à haute valeur ajoutée, donc qui demandent un temps de cerveau disponible et une concentration extrêmement accrue. Et donc, on va ajouter de la charge mentale à l'individu en lui enlevant les petits moments de respiration qui étaient peut-être répondre aux mails, voilà, qui permettaient de déconnecter un petit peu plus son cerveau que travailler sur une tâche qui nécessite énormément de concentration. Donc, si on tient compte des avantages et de la vision humaniste de l'utilisation de l'intelligence artificielle, eh bien, on peut avoir au final un allègement de la charge de travail puisque l'intelligence artificielle va nous aider dans les tâches quotidiennes qui peuvent être chronophages, rébarbatives et plus ou moins inutiles en fonction de la perception de l'individu. A l'inverse, le risque résiduel, si on ne prend pas garde à la façon dont on va utiliser l'intelligence artificielle, c'est qu'on va avoir une intensification des tâches très sollicitantes, les suppressions des temps de respiration et la sursollicitation de nos capacités de concentration qui vont potentiellement aboutir à des épuisements professionnels, des burn-out, etc. Des exemples de biais, autres types de risques psychosociaux auxquels l'intelligence artificielle peut exposer, la discrimination, donc lors des recrutements, je vous en ai parlé, mais aussi lors de l'attribution des primes pour les salariés. Si on donne à l'intelligence artificielle les données de l'entreprise qui sont l'index d'égalité homme-femme, puisque chaque entreprise doit aujourd'hui avoir cet index d'égalité homme-femme, qui est une obligation légale à partir d'un certain nombre de salariés. Si on lui donne des données biaisées, eh bien, il va en ressortir une attribution des primes et une évaluation qui va être aussi biaisée. Alors, parlons maintenant de l'introduction de l'intelligence artificielle, cette fois-ci dans la prévention des risques psychosociaux. Et donc, j'ai décidé de challenger ChatGPT pour savoir ce qu'il allait me répondre. Je lui ai donné une situation en lui disant que j'étais directeur d'une entreprise qui avait fusionné avec une autre entreprise et que dès que les salariés ont commencé à travailler ensemble, on s'est retrouvé dans une situation de conflit, de comportements inappropriés, d'échanges houleux entre les salariés. Et je lui ai dit, moi je suis chef d'entreprise, je dois supprimer des postes à la suite de cette fusion, je ne sais pas encore lesquels, qu'est-ce que je fais ? Alors, dans les grandes lignes, il propose des solutions que moi-même, en tant que préventeur, j'aurais recommandées à mes entreprises. Mais ça reste des données qui sont plutôt générales, avec évaluation et prévention des risques, avec la mise en place de dispositifs de soutien, avec une communication transparente et une gestion du changement, ainsi que l'amélioration de l'organisation du travail. Ce qui est important de souligner ici, c'est que lors de la première recommandation, qui est celle de prendre des mesures de prévention adaptées en fonction des besoins spécifiques, l'intelligence artificielle, là, est capable de nous dire, de faire et de porter notre attention sur le fait que la prévention doit être spécifique à l'organisation et qu'il ne suffit pas d'utiliser des principes généraux et de les décliner sans corrélation avec les besoins de l'organisation, avec les contraintes de l'organisation. Et là, j'étais contente que cette fois-ci, ChatGPT n'ait pas menti ou raconté un petit peu n'importe quoi. Mais il faut savoir qu'il y a une intelligence artificielle qui, par exemple, conseillait aux employeurs, en fait, il leur a dit qu'ils pouvaient retenir, par exemple, les pourboires sur les salaires des entreprises
et que pour faire de la prévention du harcèlement sexuel, il suffisait de licencier les personnes qui s'étaient plaintes pour harcèlement sexuel. Donc je vous laisse imaginer les résultats en termes judiciaires, éthiques, etc. Il y a une start-up que j'ai rencontrée récemment et qui propose en fait d'utiliser des capteurs que nous avons dans les Apple Watch ou autres dispositifs qui permet de mesurer le stress et qui serait capable de prédire par un algorithme, par ces mesures, si les personnes risquent d'être exposées au burn-out ou pas. Donc on peut se dire, oui, c'est un formidable outil de prévention pour éviter finalement de manière précoce que les individus ne soient confrontés au burn-out. Toutefois, on peut avoir aussi des problématiques d'intrusion dans la vie privée, puisque votre Apple Watch, vous la portez H24. Est-ce que ça veut dire que votre employeur aura vos données de stress H24, qu'il saura de quelle heure à quelle heure vous avez dormi, ou fait du sport, ou fait d'autres activités? Donc ça pose quand même une problématique d'intrusion dans la vie privée, même si, bien entendu, l'intention de la start-up est de faire de la prévention des risques liés au burn-out et fait attention à utiliser les données de manière éthique de façon à ce qu'elles ne remontent pas aux entreprises. Alors, quelques recommandations à partir de tous ces exemples et de tous ces éléments de réflexion que j'ai portés à votre connaissance. Donc, quelques bonnes pratiques. D'abord, je milite pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Tout simplement pour qu'elle ne devienne pas l'ennemi de l'être humain et que nous ne soyons pas uniquement soumis à une machine, encore une fois. Donc l'utilisation éthique et raisonnée m'apparaît absolument primordiale. Quelques principes éthiques de base pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle soit respectueuse, qu'elle protège et qu'elle promeut les droits de l'homme, les libertés fondamentales et la dignité humaine de l'homme dans la société et au travail en particulier. Notamment toutes les questions qui sont relatives au respect de la vie privée et de la protection des données doit être une inquiétude constante de cette utilisation. Le principe d'équité et de non-discrimination, bien sûr, doit aussi figurer au nombre des principes éthiques que l'intelligence artificielle doit respecter. Un principe de proportionnalité aussi et d'innocuité, c'est-à-dire ne pas faire de mal à l'être humain, doivent irriguer l'intelligence artificielle. La transparence sur les critères, sur ce que mesure l'intelligence artificielle, sur les données qui lui sont confiées, ainsi que l'explicabilité des fonctionnements, des rouages et des critères qui sont utilisés par l'intelligence artificielle pour effectuer telle ou telle tâche. Et puis enfin, la surveillance, les décisions et les responsabilités humaines, puisque dans tous les principes éthiques, et que je vous ai mis une bibliographie à la fin que vous pouvez retrouver, en fait, il n'est pas question de déresponsabiliser les entreprises en disant c'est l'intelligence artificielle qui a pris la décision. L'employeur reste toujours responsable des outils dont l'intelligence artificielle et des conséquences néfastes qu'elle peut générer sur les salariés. Et enfin, avant d'utiliser l'intelligence artificielle, il y a quand même quelques éléments de base à mettre en œuvre, tels que choisir l'intelligence artificielle qu'on va utiliser, dans quelle IA, pour quels usages, et en focalisant sur l'éthique de cette intelligence artificielle. Et avant d'introduire l'intelligence artificielle au travail, il est absolument nécessaire de réaliser une étude d'impact, c'est-à-dire quel sera l'impact de cette introduction sur le travail, sur l'organisation, sur les salariés. C'est pas au moment où on introduit l'intelligence artificielle qu'on se dit ah bah tiens finalement lui il a plus de travail maintenant parce que on a de l'intelligence artificielle.
Et il faut savoir qu'on n'a pas attendu ChatGPT pour rencontrer ce genre de problématique. Moi, quand j'ai commencé une de mes premières missions en qualité de préventeur, j'étais dans un entrepôt de logistique qui était bien entendu immense et qui utilisait le voice speaking. C'est une assistance vocale en fait pour retrouver les différents éléments dans l'entrepôt. Ça visait à aider les salariés à trouver plus facilement ce qu'ils devaient chercher pour les commandes des clients. Sauf que, en fait, l'intelligence artificielle ne comprenait pas certains salariés qui avaient un accent, qui parlaient avec un accent. Qu'a-t-on fait? On a viré les salariés. Voilà, on n'a pas modifié l'IA pour qu'elle puisse comprendre l'être humain, on a viré les salariés. Donc l'étude d'impact avant l'utilisation et l'introduction de l'intelligence artificielle au travail pour anticiper les conséquences potentielles. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de former les salariés à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Si les salariés sont aussi inquiets aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne maîtrisent pas l'intelligence artificielle et ne savent pas comment utiliser l'intelligence artificielle pour mieux performer au travail et peut-être aussi apporter de la valeur ajoutée à leur travail en ayant du temps supplémentaire qui a été délégué à l'intelligence artificielle. Et enfin, l'évaluation des risques induits sur les salariés en faisant des évaluations de l'organisation du travail et des risques psychosociaux et risques physiques aussi générés par l'intelligence artificielle. Une petite bibliographie que vous pourrez retrouver et je vous remercie pour votre attention. Je laisse la main à mon collègue Marc. Merci Nina.